Bonjour et soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé « L'attention et l'intention font toute la différence ». C'est ainsi en réalité que l'univers entend nous être favorable. Mais chez bien des gens, l'activité mentale et émotionnelle principale consiste largement à se plaindre et à réagir à ceci ou à cela, à vivre en somme dans des états émotionnels négatifs et souvent déplaisants. Ne faudrait-il pas, quand on le peut, y remédier? En réalité, l'attention et l'intention qui nous habitent font une très grande différence. Ce sont de puissants attracteurs. C'est pourquoi il serait bon d'apprendre à mettre l'ego à distance. Pour Philippe Guillemont, l'ingénieur physicien français bien connu, défenseur d'une physique de la conscience, nous sommes en réalité sous l'emprise de trois robots, l'émotionnel juge, le mental et la conscience égotique, dont il faut apprendre à se démarquer. Avec la conscience supérieure du soi vient la transformation et la liberté. Les plaintes et la réactivité sont les schémas mentaux par lesquels l'ego se renforce et s'exprime le plus volontiers. Et comme l'explique très bien Eckhart Tolle, chez bien des gens, l'activité mentale émotionnelle consiste largement à se plaindre et à réagir à ceci ou cela. La structure même du soi égotique comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont l'ego dépend pour sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie et l'amour sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché au malheur. En définitive, notre malheur ne vient pas de notre condition de vie forcément, mais souvent du conditionnement de notre esprit. Et pour les orienter différemment, il faut pratiquer le détachement, apprendre le lâcher-prise et le laisser venir dans la confiance, apprendre à se détacher librement, à contenir l'ego à une place raisonnable, car l'information nous vient du futur à travers la capacité de la conscience du soi. L'état de non-existence n'existe pas. L'existence comme la conscience sont obligatoires. Elles sont toujours en lien avec le futur, toujours en interaction. Mieux vaut donc mettre de la distance avec l'ego, apprendre à le regarder passer avec le sourire intérieur de celle ou celui qui n'est pas dupe. Nous verrons comment le futur pourrait bien nous affecter. Pour Philippe Guillemont, le futur change à travers notre être intérieur qui se met à rêver d'une autre vie. C'est cela qui nous relie à un nouveau futur alternatif qui devient possible par la foi, la confiance, le lâcher-prise notamment, à condition de le vouloir suffisamment intensément et durant suffisamment longtemps. En enlevant les conditionnements du passé, en rêvant et en visualisant ce que nous aimerions voir se réaliser dans notre vie, la probabilité augmente qui va encore augmenter en s'éloignant de l'ancien futur. C'est ce qui permet les synchronicités à condition d'y être attentif. Le futur ne réalise que les potentialités qui correspondent à ce que j'aime ou à ce que je souhaite profondément. Des correspondances qui peuvent se mettre en place si l'environnement et les personnes concernées le permettent. L'univers conspire ainsi en permanence à nous rendre heureux, à réaliser nos rêves. C'est de la physique de la conscience. Il y a bel et bien un fil qui nous relie au futur. Il y a aussi une résistance du futur liée à de mauvais choix du passé,
à ces emmerdements bizarres qui nécessiteraient une clarification entre l'ancien et le nouveau futur pour que l'oscillation des probabilités puisse basculer vers la bonne voie, dans une nouvelle direction. Il faut donc faire preuve d'attention à nos états vibratoires du moment en triant ceux que nous voulons suivre ou non et en faisant preuve d'attention et d'intention maintenue dans ce que nous voudrions voir se réaliser dans notre vie. Faire cela ne nous est guère habituel. Il faudra nous y habituer, nous y exercer, nous y préparer, travailler notamment nos convictions intimes, nos blessures enfantines, nos peurs, nos pensées limitatives ou nos culpabilités par exemple. Les regarder, nous conditionner, nous canaliser, nous envahir, pour mieux les congédier sereinement, tout simplement ne pas les suivre, en préférant nous en distancer. En s'ouvrir avec détachement, avec amusement si possible, en se disant par exemple « Ah, te revoilà toi, je te croyais disparu, bon, mais je préfère tourner la page et passer à autre chose. » Souvent, il suffit de les observer avec une distance amusée, de les bénir ou de les congédier gentiment mais fermement, en laissant surgir d'autres états vibratoires plus plaisants et surtout plus en phase avec ce que nous aimerions voir surgir dans notre vie. Parfois, bien entendu, c'est plus difficile, plus douloureux ou plus long, mais la possibilité demeure en réalité. Ce travail individuel quotidien permet de s'orienter vers une sérénité lucide et une lucidité sereine en sachant que, comme la mauvaise herbe, nos affects négatifs reviendront sans que cela soit une fatalité insurmontable. Il s'agit de privilégier encore et toujours l'éveil, d'aller du côté de l'amour, de la liberté, de l'intuition, de la raison, de la vigilance, de la foi, de la confiance, du détachement, sans oublier que le bonheur est le chemin et non la destination. Nous verrons que la confiance et le courage sont appelés à faire bon ménage. Selon Nassim Haramein, le lien avec nos futurs potentiels se fait par la singularité du cœur. Il s'agit d'un groupe de cellules, un tissu situé au sommet de l'oreillette droite, près de l'arrivée de la veine cave supérieure. Nassim Haramein et William Brown pensent que ce nœud est une singularité sphérique, un mini-trou noir, situé dans le cœur et qu'il serait en résonance avec la glande pinéale dans le cerveau. Biologiquement, le nœud sinusal est responsable du rythme cardiaque indépendamment du cerveau, c'est notre pacemaker. C'est la batterie de la vie qui maintient notre cœur en fonctionnement. Et quand on meurt, cette singularité n'est plus présente. C'est sans doute une des raisons pour laquelle il y a une légère perte de poids qu'on ne peut justifier. À cela, il faut ajouter encore le champ électromagnétique généré par les battements du cœur qui est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Il peut être perçu à plus de 2,5 mètres tout autour de nous. Toutes les cellules de notre corps se synchronisent à travers ces ondes gamma produites par les battements du cœur à la manière d'un système radio. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences du passé, de notre passé, et les plus hautes fréquences véhiculent ce qui se passe sur le moment, et l'information sera tout particulièrement traitée, analysée, comparée par l'hippocampe, le siège de la mémoire affective, et par l'amygdale, le siège de la mémoire factuelle, qui vont transmettre à l'insula les réponses à traduire chimiquement en temps réel dans notre corps. La singularité du cœur est aussi en lien avec la glande pinéale qui fonctionne selon Nassim comme l'antenne fractale d'un portable, comme un processeur, une antenne Wi-Fi qui nous aide à capter les informations qui viennent du vide, nous permettent d'être plus créatifs et plus sereins. Elle serait aussi à l'origine de cette nourriture pranique, de ce nectar dont certaines personnes arrivent à se nourrir. La singularité du cœur favorise par la méditation notamment et par nos états vibratoires plaisants et déplaisants
les échanges d'informations avec la source, avec l'espace mémoire, en des uploads et des downloads. Le cœur serait donc le siège de l'âme de ces échanges particulièrement puissants. Sylvie Detolia, une biologiste, et Claude Charles Fourier, psychothérapeute, vont demander à Nicolas Fraisse d'être couplé à une balance reliée à un ordinateur, et lors d'une sortie de corps, il y aura une perte de 45 grammes qui reviendra progressivement. C'est une expérience relatée dans le livre Voyage aux confins de la conscience. Nous verrons qu'ainsi, nous sommes en réalité toutes et tous un vrai miracle, une vraie merveille. Nous sommes très certainement un vrai miracle, une vraie merveille, et il se pourrait que l'aptitude à sortir de notre corps devienne la prochaine étape de notre évolution spirituelle vers des compétences, des savoirs plus importants qui marqueraient une nouvelle connivence avec l'univers, un apaisement, une complicité obligée, car nourrie de capacités nouvelles. Celle de se nourrir de ce nectar produit par la glande pinéale, appelée aussi la nourriture pranique, celle de voyager dans l'espace par notre âme et les sorties de corps, la capacité de mieux maîtriser, de créer, d'attirer, de repousser, et tant d'autres dons, dits de science-fiction comme la télékinésie, la voyance, la clairaudience, la télépathie, etc. Avec le contrôle de la gravité qui va permettre les voyages dans l'espace, l'énergie gratuite extraite du vide, notre Terre pourrait se dépolluer, se régénérer et l'avenir pourrait être plus radieux et paisible que prévu. C'est une possibilité. À venir encore, le miracle pourrait encore aller beaucoup plus loin. Plus proche de nous, chacun et chacune peut s'éveiller à sa vraie nature, celle de l'univers faisant l'expérience de la vie humaine, car la sérénité, le courage et la confiance sont le chemin, la vérité, le but et la vie. Et dans l'approche de l'univers connecté de Nassim Haramein, la foi comme la méditation contribuent à quelque chose d'important, à unifier le supraconscient, le conscient et le subconscient. Et la méditation se fait toujours à travers la singularité. Elle est liée à un vortex entrant dans le chakra de la couronne qui est lié à la compréhension spirituelle de la vie et à la sérénité, et à un autre dans le chakra racine qui lui sera lié à la confiance en soi et au courage, et tous les deux vont se réunir dans le centre du cœur en reproduisant exactement la même dynamique toroïdale des deux tétraèdres, la géométrie du vide, la singularité en somme. On peut bien entendu ignorer totalement ce mécanisme, le refuser, vouloir faire à notre guise et convenance, à condition d'en assumer les conséquences, car nos états émotionnels profonds créent, nos états vibratoires plaisants et déplaisants attirent et repoussent une grande partie de ce qui fait notre réalité, justement par la singularité du cœur. On pourrait imaginer une sorte de mécanisme du karma. Certaines actions, convictions profondes ou certains états vibratoires auraient une charge positive, neutre ou négative qui attirerait des énergies semblables ou convergentes tout en repoussant les énergies contraires. Il y aurait principalement ce qui éloigne, disperse, donc le non-amour, et ce qui unit, rapproche, concilie, aime. Si tout est interdépendant, interconnecté, notre état vibratoire sera aussi en lien avec l'univers, les autres et notre environnement immédiat, bien entendu. Nous pouvons nous tourner vers des états affectifs plaisants, privilégier la fierté, la satisfaction, la joie, l'exaltation, le soulagement, l'espoir, la gratitude, les heureux hasards, la confiance, et sortir des états affectifs déplaisants comme la colère, l'agacement, la frustration, le ressentiment, le mépris, le dégoût, la convoitise, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse ou la rivalité. Nous pouvons ainsi, toutes et tous,
agir ici et maintenant pour orienter notre karma individuel et collectif. De cette orientation surgit la vie bonne, qui est aussi en ce lieu intérieur, océanique et intime, où les besoins sont apaisés. Tout comme d'ailleurs sont apaisées les fausses croyances, les culpabilités ou les peurs. C'est une expérience rendue possible par le lien de complicité entretenu avec la conscience cosmique universelle, source et origine de tout, sans laquelle rien ne peut être. C'est en elle et par elle, grâce à cette conscience cosmique universelle, que nous pouvons dieuser, créer, attirer et repousser une grande partie de ce qui fait notre réalité. C'est en elle que se font les sorties de corps, les expériences de mort imminente, elle qui nous fait don de moments d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasards, de coïncidences et de synchronicité surprenantes. La conscience cosmique universelle est l'alpha et l'oméga, que nous rejoindrons sous forme d'information dans la mémoire de l'espace-temps, elle que nous rejoindrons à la mort de notre corps physique pour y continuer différemment l'aventure de la création continue de l'univers.